le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, dernière sortie pour cette semaine. Bon début de week-end à tous et à toutes, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation, Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien, Rubans sur les manœuvres techniques. Pensons aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, la guerre en Ukraine pousse la Suède et la Finlande à renforcer leur défense. Il n'y a pas de précipitation, mais pas de pause non plus. Les pays scandinaves non membres de l'OTAN renforcent leur coopération en matière de défense après l'invasion russe en Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Ne plus dépendre uniquement de la protection de l'OTAN. La guerre en Ukraine pousse de nombreux pays européens à se réarmer. La Suède et la Finlande, non membres de l'Alliance, ne cachent plus leur inquiétude. Stockholm vient d'annoncer une augmentation des dépenses de défense à 2% du PIB. La Finlande pourrait aller plus loin. Sa population semble prête à un changement radical de sa traditionnelle neutralité. Il y a eu un changement historique. Avant, c'était 50% contre et 24%. Et maintenant, c'est 50% pour et 20% contre. Je pense que les gens sont poussés à juste titre par ce que j'appelle la peur rationnelle. La peur que la Russie puisse faire la même chose à la Finlande ou à la Suède. Et en même temps, il y a la rationalité. Nous devons maximiser notre sécurité. Et faisons cela, sinon à court terme, du moins à long terme, par une alliance militaire, l'OTAN et une défense collective. Après avoir consulté les partis politiques sur leur perception de la crise et leur position sur une éventuelle adhésion à l'OTAN, la chef du gouvernement finlandais, Sanna Marin, a indiqué que son pays allait revoir sa politique de sécurité au printemps. Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour ouvrir le débat sur une adhésion à l'Alliance Atlantique. Pour l'instant, la priorité semble être de renforcer la coopération en matière de sécurité, à commencer par demander des garanties à ses homologues d'activer la clause de défense mutuelle en cas d'agression armée sur le territoire d'un État membre. Le président russe Vladimir Poutine rencontre son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko ce 11 mars à Moscou. Cette rencontre entre les deux présidents est la deuxième en moins d'un mois. La précédente a eu lieu à Moscou le 18 février et la première depuis que la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Les deux dirigeants ont été en contact étroit au cours des 2 dernières semaines, à la lumière des événements en Ukraine. Pendant cette période, ils se sont entretenus 3 fois par téléphone et ont discuté de la situation en Ukraine et les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. Voici un extrait de cette rencontre. Soit stable, durable, et ce n'est que dans des conditions de stabilité que on peut parler de développement économique. Et à cet égard, je voudrais dire que la semaine dernière, notre volume d'échange avait augmenté de 34%. Nous ferons le bilan à la fin, mais en tout cas, on a déjà une progression qui est très évidente. Et tout cela est positif. Il y a évidemment des problèmes qui demeurent, qui sont liés aux restrictions, aux sanctions, etc. Mais comme nous l'avons dit précédemment, les volontés de nous limiter, de nous restreindre, qui étaient plus importantes avant, mais qui sont encore plus fortes, évidemment, aujourd'hui, ces difficultés, au contraire, nous obligent à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles opportunités de nous sentir indépendants. Et finalement, ça n'apportera que du bien, comme ça a déjà été le cas dans le passé. En ce qui concerne la situation en Ukraine et comment se déroulent les négociations qui se déroulent de façon presque quotidienne aujourd'hui, il y a des avancées positives et comme les négociateurs de notre côté me l'ont raconté, tout cela, je vais vous l'exposer aujourd'hui.
Monsieur Poutine, c'est vrai que nous sommes toujours en contact. Nous avons pressenti que les temps ne seraient pas faciles. Je vous ai dit plusieurs fois par téléphone et j'ai dit toujours que nous avons toujours été sous les sanctions, la Fédération de Russie et surtout la Biélorussie. Maintenant, c'est plus large, mais nous avons déjà l'habitude de faire face à cette attitude de cochon, je dirais. Je appellerais ça comme ça parce que ça se fait au mépris de tous les accords internationaux auxquels ils ont rejoint et lesquels nous avons rejoints. Donc je répète que c'est une attitude de cochon et vous en avez déjà assez, et nous aussi. Pourquoi je le dis ? Parce que lorsque j'ai monté ici, les journalistes criaient, me demandant si on va survivre les sanctions ou pas. Non, aujourd'hui, la situation est différente. Les sanctions, c'est des opportunités. Je suis quelqu'un qui est né à l'Union soviétique, vous aussi. Nous avons toujours été sous des sanctions, nous avons toujours... De retour en Ukraine, la ville de Bichiv, située à environ 50 km de Kiev, a été ravagée par les bombardements. Voici un reportage signé France 24. Dans le village, l'église et ses coupoles bleues sont intactes, mais il n'y a plus qu'elle. Bichiv est sur la route de Kiev pour les Russes, alors ils l'ont bombardée. Cette jeune fille était là. Ma nièce, ma cousine et ma grand-mère dormaient dans cette pièce. Elles vont bien, mais tout leur est tombé dessus. C'est une bombe qui a soufflé l'intérieur de la maison. Là, à quelques mètres, et voici son cratère. Pour se rendre compte de la profondeur, on va descendre. C'est le centre communal et la mairie qui a été visée. La bombe a creusé ce trou immense. Sur la route de la Percée russe, il y a des villages où parfois la vie se poursuit comme avant. Nous suivons sur des cartes en temps réel l'armée de Vladimir Poutine. Rouge, là, l'avancée des Russes. Kiev est à 30 km à peine et sans doute moins à vol d'oiseau. Des champs de mines, les derniers barrages. Jusque-là, ils étaient tenus par des villageois en armes, de moins en moins nombreux. Et finalement, nous sommes stoppés par ces militaires très bien équipés. Il ne faut pas passer ce barrage. De l'autre côté, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. La patrouille, elle, s'avance. En fait, elle va récupérer un drone pour espionner les Russes. On nous demande de nous mettre à l'abri. Mais les tirs sourds d'artillerie continuent. Il faut évacuer. On est clairement... Là, les Russes sont en urgence. C'était en fait le dernier barrage. Tout le monde est là. La ligne de front. Nous roulons dans l'autre sens. La patrouille s'arrête. Ces soldats, en fait, infiltrent les lignes russes. C'est quoi votre mission ? On va derrière leurs lignes. On les attaque, on en tue le plus possible. On détruit leur artillerie, l'infanterie, tout ce qu'on peut trouver. Une colonne de civils fuit les combats. Non mais on a vu les tanks, on les a vus. Ils fuient et ont fabriqué à la va-vite ces drapeaux blancs avec des torchons et des manches à balai. Ce que nous ont expliqué ces militaires, avec qui nous sommes restés donc à peu près 1 heure, c'est que les Russes se divisent maintenant en petits groupes et qu'ils se cachent dans ces bois, là, tout autour, pour avancer de poste en poste et se diriger vers Kiev. En Ukraine, les civils sont des millions à fuir les combats, en exode pour tenter de rejoindre la frontière polonaise ou moldave. Et c'est dans l'ère d'émission spéciale en France, suivi le chemin de ces Ukrainiens qui laissent tout entière derrière eux. Voici un reportage signé La 5 à l'émission C'est dans l'air. Une porte de sortie pour échapper à la guerre. Sur le quai de la gare d'Odessa, ces réfugiés attendent un train, direction Lviv. Une ville à l'ouest de l'Ukraine, épargnée par les combats. Hier, 3 missiles russes sont tombés près de ma maison. C'est la première fois que ça arrive. C'était tellement terrifiant. Ambiance fébrile dans le hall de la gare, avec l'arrivée de familles épuisées. Ce couple vient de la ville de Mykolaiv.
il s'y déroule une bataille très dure. Ils sont terrifiés après 2 semaines dans une cave et craignent de ne pas pouvoir partir. On n'a pas de ticket. Oui, il faudra jouer des coudes pour monter. Partir à la va-vite et se séparer. Car le papa, lui, ne part pas, il va retourner au front. On n'a pu prendre que ces petites valises, le strict nécessaire. Et mon mari devra retourner là-bas, à cause de la loi de mobilisation générale. J'espère qu'il reviendra bientôt. J'espère qu'elles seront en sécurité et on espère que l'Ukraine vaincra, que les choses reviendront à la normale. Depuis 2 semaines et l'invasion russe, des Ukrainiens prennent la route de l'exode. Courir sous les bombes. Se faufiler dans les décombres. Quitter son pays pour sauver sa vie et celle de ses enfants. Comme ce petit garçon à la frontière polonaise, cette image a fait le tour du monde. Autre échappatoire depuis Odessa, la frontière avec la Moldavie. Sur la voiture de cette famille, de la peinture. Le mot « enfant » écrit comme seule protection. On a fait de la route entre plusieurs villes. On ne voulait pas que les Russes nous tirent dessus. Avant la frontière, un bouchon de plusieurs kilomètres. Alors certains abandonnent leur voiture pour partir à pied. Et au milieu de tout ça, le pasteur Oleg. Courage, la frontière n'est plus très loin. Il est venu avec sa paroisse de Moldavie pour distribuer des petits pains et de l'eau à ces Ukrainiens qui ont tout laissé derrière eux. Ces conditions sont vraiment difficiles, surtout pour ceux qui marchent avec des bébés. J'ai vu tout à l'heure un tout petit bébé qui a marché au moins pendant 7 km. On l'a porté jusqu'au poste frontière. Mais il faut être patient pour passer de l'autre côté, en Moldavie. Nesli et son fils attendent dans le froid. Eux qui ont déjà fui le Donbass en 2014 quittent maintenant l'Ukraine. Vladimir Poutine les a poussés à l'exil, encore une fois. Je pense que personne n'a le droit de faire de telles choses. Personne n'a le droit de tuer des gens. C'est incroyable que tout cela puisse se produire. Je ne pensais pas que cela puisse arriver dans le monde d'aujourd'hui. Des fois, c'est difficile de se dire que tout ça n'est pas un mauvais rêve, un cauchemar, que tout cela arrive vraiment. D'autres questions se posent maintenant. Où dormir? Où aller? Depuis le début de la guerre, au moins 250 000 Ukrainiens ont franchi la frontière avec la Moldavie. Zone sur la presse internationale, le compte à rebours a déjà commencé pour les élections présidentielles en France. À l'approche des présidentielles, Zemmour face à face à Valérie Pécresse. Écoutons un extrait de ce grand débat entre les deux candidats. Se révèlent à la fois les caractères et les valeurs. Et je crois qu'avec cette guerre en Ukraine, eh bien, il y a l'esprit gaulliste. L'esprit gaulliste, c'est défendre la liberté, la démocratie. C'est prendre des sanctions très dures vis-à-vis de Vladimir Poutine, accepter les conséquences pour le peuple français de cette guerre. Et puis c'est aussi faire preuve d'humanité vis-à-vis de tous les réfugiés, vis-à-vis de toutes les victimes que l'on voit aujourd'hui en Ukraine. Et puis, il y a l'esprit munichois. Vous savez, l'esprit munichois, c'est l'esprit qu'ont eu les démocraties européennes en 1938, quand Hitler a envahi l'Autriche et la Tchécoslovaquie. L'esprit munichois, c'est finalement être défaitiste. C'est dire que l'Ukraine n'existe pas, que l'Ukraine, c'est la base arrière de la Russie, comme vous l'avez fait, Monsieur Zemmour. C'est aussi être fasciné par la force d'Hitler, là, la force de Poutine. C'est dire que Poutine est un démocrate, comme vous l'avez encore fait il y a quelques jours. C'est dire que Poutine est l'agressé, pas l'agresseur. C'est dire que qu'il faut un Poutine français. Et puis, il y a l'inhumanité. L'inhumanité dont vous avez fait preuve, en disant que vous n'accepteriez pas d'accueillir des réfugiés ukrainiens sur votre sol. Alors moi, je vous le dis, Madame Elkrief, quand on est sous influence de Poutine, on ne peut pas se dire patriote. Et c'est pour cela, Monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France. Éric Zemmour, en quelques mots également, je dois répondre ou... Bien sûr, mais en quoi, à vos yeux, Valérie Pécresse ne serait pas une bonne présidente de la République française?
Est-ce que je dois répondre d'abord à la question ou est-ce que je dois d'abord répondre à Mme Pécresse? Liberté totale, comme vous voulez. Alors, je veux d'abord répondre à Mme Pécresse et puis ensuite, je lui dirai, je répondrai à votre question. Mme Pécresse, j'ai cru comprendre que vous aviez eu un grand-père gaulliste. J'ai cru comprendre... Et un père aussi. Bon. Donc, vous avez été à bonne école, mais j'ai l'impression que vous avez complètement oublié ce qu'on vous a appris. Vous pensez que le général de Gaulle n'était pas proche de la Russie. Vous pensez que le général de Gaulle n'est pas allé voir Staline, Madame Pécresse, en 1944, justement parce qu'il trouvait que la contrainte de ses alliés américains et anglais était trop forte. Madame Pécresse, le général de Gaulle, en 1968, a continué à avoir des relations avec l'URSS communiste, alors que les Russes étaient rentrés en Tchécoslovaquie. Et par ailleurs, on peut continuer, Madame Pécresse, je ne vous ai pas interrompu. La tradition gaulliste, c'est justement le rapprochement avec la Russie. Je crois que vous étiez aussi proche de Jacques Chirac, en tout cas vous le prétendez. Jacques Chirac a remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine en 2006 et a reçu le prix de l'État de la Russie, la plus haute distinction du pays en 2008. À ces obsèques de Jacques Chirac, il y avait deux dirigeants, Orban et Poutine. Nicolas Sarkozy. La Russie n'est pas un pays qui spontanément est porté à une agressivité militaire avec ses voisins. 2009. La séparation entre l'Europe et la Russie est un drame. Nous avons une civilisation en commun. Je pourrais continuer, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, etc., etc. Tous les gaullistes, Madame Pécresse. Ne sont pas fascinés par Vladimir Poutine aujourd'hui et ne disent pas il y a 2 jours que M. Poutine est un démocrate. Madame Pécresse, vous avez dit vous-même, il y a 2 jours, vous-même, il y a une semaine que c'était un démocrate autoritaire. Non, faux. La veille de l'intervention. C'est complètement faux. Si, Madame J'ai Pécresse. dit que c'était un dirigeant autoritaire. Oui. J'ai pas dit que c'était un démocrate. Jamais j'aurais dit que c'était un démocrate. Il emprisonne ses opposants. Vous avez enlevé dictateur. Alors, j'ai dit qu'il était un dirigeant autoritaire. C'est pas un démocrate. Moi, je ne vous ai pas interrompu, pas du tout. Ah ben c'est faux. Je continue. Quant aux réfugiés, puisque vous parlez des réfugiés, les réfugiés ukrainiens, Madame Pécresse, veulent aller en Pologne. Est-ce que vous nous autorisez, Éric Zemmour? On va évidemment aborder en longueur cet aspect. Alors je veux répondre à votre question. À ma question qui était en quoi Madame Pécresse est-elle, à vos yeux, une candidate qui n'est pas la Absolument. Est-ce que je peux juste dire qu'en 1962, pendant la crise des missiles de Cuba, le général de Gaulle était aux côtés des États-Unis. Oui, Madame Pécresse, ça ne vous a pas échappé que la Russie n'a pas attaqué la France. Je sais que pour vous, les frontières de la France sont aux limites de l'Union européenne. C'est vrai qu'Hitler avait attaqué la Pologne. Ça n'a rien à voir. Alors attendez. Éric Zemmour. Et voilà, c'est la fin de cette page internationale au Grand Journal du 14h. C'était un débat très animé entre les deux candidats. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop. Pour le cœur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour aujourd'hui à Boston, du soleil dans le ciel. 52 degrés Fahrenheit, ça fait l'affaire quand même. 11 degrés Celsius. Jacmel 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Ruben, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et bon week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.